Monsieur Ramadan, monsieur le professeur, cher public, bonjour et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du conseil en stratégie opérationnelle WIV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec vous, monsieur Ramadan. Vous, le prédicateur médiatique qui restait impénétrable. Vous, l'ambassadeur provocateur et éloquent de la religion musulmane qui divisait le débat public dans tous les pays où vous avez une influence. Vous, le Georges Clooney de l'islamologie. Intellectuel et universitaire suisse, vos parents se sont exilés pour des raisons politiques et non fiscales. Vous êtes d'origines égyptiennes, ce qui fait de vous le Dalida de l'islam en France, le strabisme en moins. Vous avez fait vos études à l'université de Genève en littérature française et en philosophie. Vous terminerez vos études docteur ès lettres en islamologie arabe. Après quelques années comme prof de lycée genevois, crise de la trentaine, vous retournez aux sources de la foi. Pendant 2 années de formation intense, vous poursuivez vos études en sciences islamiques à l'université du Caire. En gros, c'était un mix entre la prépa et le séminaire à la musulmane, quoi. D'ailleurs, on se demande si, avec la crise de la cinquantaine, vous allez nous publier, en souvenir de votre thèse sur Nietzsche, un ouvrage intitulé « Ainsi parlait Ramadan ». Votre connaissance intime des textes coraniques et de la culture européenne sera dès lors le fondement de votre engagement. Depuis plus de 20 ans, vous n'avez eu de cesse que l'islam devienne une partie intégrante de la culture occidentale. Indigné par la si mauvaise image que peut avoir aujourd'hui la religion musulmane en Occident, vous contestez avec opiniâtreté les préjugés et vous cherchez à dissiper cette incompréhension délétère. Ces dernières années, vous avez été convié à maintes reprises en tant qu'expert consultant par divers groupes de travail internationaux, se rapportant à l'islam, à l'éthique ou au dialogue interreligieux ou intracommunautaire. Simultanément, vous poursuivez votre tâche d'enseignant de l'université d'Oxford, à la faculté d'études islamiques du Qatar et à l'université de Kyoto. Le prestige des universités où vous enseignez n'a d'égal que le désastre de votre bilan carbone en déplacement. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes aussi un écrivain prolixe. Vous avez publié 2 ouvrages dernièrement. L'islam et le réveil arabe, il y a tout juste 1 an, et Mon intime conviction, en 2009. Ah, c'est dommage, on est passé à 2 doigts de ma conviction arabe et mon réveil intime. En vérité, vous utilisez souvent des remarques provocatrices comme prétexte pour une explication. Virtuose du grand écart, il vous arrive quand même de faire des embardées involontaires qui font douter de vos intentions et vous valent le soupçon de double discours. Parmi vos nombreux contradicteurs, certains diront que vous n'êtes pas quelqu'un de fréquentable. Certains accusateurs discourtois allégueront même que vous n'êtes que le prédicateur acharné d'un islam fondamentaliste. Mais vous vous dites réformiste salafi. Pour préparer ce débat, monsieur Ramadan, nous vous avons longuement étudié. Et nous savons pertinemment que vous allez essayer de nous entourlouper. Cependant, il y a une chose que l'on ne peut pas vous enlever. C'est ce souci de comprendre, cette probité intellectuelle. Ne pas railler, ne pas haïr, ne pas pleurer, mais comprendre. Comprendre sans excuser ni justifier, car ni la compassion ni l'amour ne vont sans distance critique. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent débat. Est-ce que... Je vous laisse prendre le micro. Ça aurait été plus facile. Donc, est-ce que, monsieur Ramadan, vous avez quelque chose à objecter par rapport à votre présentation qui vient d'être faite? À objecter. Commentaire Non, d'abord, j'aimerais commencer par vous prier de m'excuser, d'excuser ce retard. J'ai fait 2 heures pour quitter Paris. Et donc, la circulation a ses raisons que mon retard explique. Et quant à la présentation, je la prends sur le plan de l'humour. Vous avez raison. Et c'était le but, donc non, rien à dire. Merci de la virtuosité du propos. Alors, donc on va commencer. Donc le thème de la conférence est bien, monsieur Ramadan, et si nous parlions d'autre chose. On aimerait parler de l'Europe. C'est vrai que vous avez vous présentez comme européen et musulman. Vous avez beaucoup agi dans vos conférences dans ce sens-là, sur la définition d'être musulman et européen. Qu'est-ce que vous inspire la crise profonde que traverse l'Europe actuellement ? Écoutez, elle est multidimensionnelle, cette crise. On parle beaucoup de la crise économique aujourd'hui, et effectivement, on traverse une crise économique. On traverse une crise économique qui touche l'ensemble de l'Europe. On est un peu inquiet parce que
ce qui touche la Grèce semble ébranler les fondations de la stabilité économique de l'ensemble de l'Union européenne. Pourtant, ça, ce n'est qu'un des éléments qui peut expliquer d'ailleurs 3 autres crises qu'il faut mettre en évidence. La première est une véritable crise identitaire, c'est-à-dire que balancée entre la suprématie culturelle et économique des États-Unis et le déplacement vers l'Est aujourd'hui, vers l'Extrême-Orient et l'Asie, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit aujourd'hui les pays émergents comme l'Indonésie dont on parle peu ou la Malaisie, on a aujourd'hui en Europe une véritable crise d'identité parce que ça n'est plus aujourd'hui une puissance économique qui peut contrebalancer le pouvoir des uns et des autres, ça n'est plus le cas. On le voit d'ailleurs dans la politique étrangère. Si vous devez, j'étais récemment avec Moratinos, qui était celui qui a représenté les intérêts européens au Moyen-Orient, et je lui posais la question, quelle est la politique étrangère de l'Europe? Il n'y en a pas. On est aujourd'hui dans une véritable crise quant à à notre situation politique et identitaire parce que nos sociétés évoluent, qu'on ne sait plus très bien comment nous définir. Et quand vous ajoutez une crise économique à une crise identitaire, vous êtes dans une profonde crise d'essence, d'existence et de vision pour l'avenir. Ajoutez à cela un autre élément de la crise, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas survivre en Europe sans immigration. Et tous les populismes d'Europe mettent en évidence, dans leur discours, que l'immigration est le problème. C'est-à-dire que les courants politiques qui vont à l'encontre d'ailleurs de la démocratie c'est le contraire du populisme. Le populisme, c'est utiliser l'émotionnel pour gagner des élections. La démocratie, c'est référer à la conscience et à l'intelligence pour décider d'élections, pour décider d'un avenir politique. Aujourd'hui, le populisme est en train de vaincre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous dire le danger, c'est l'autre. C'est celui qui vient du Sud, c'est celui qui a une autre couleur, c'est celui qui a une autre culture. Et on le sait, à l'heure où je vous parle, tous les chiffres, toutes les statistiques économiques nous disent qu'il n'y aura pas de survie de l'Europe sans jeunesse, sans immigration. Or, l'immigration qui vient du Sud est en train de se déplacer maintenant beaucoup plus vers les pays émergents. On est dans la quadrature du cercle, donc c'est encore une autre crise qui fait que l'immigration, qui est notre survie dans les faits, est devenue notre danger par un discours populiste que beaucoup trop aujourd'hui acceptent sans se rendre compte qu'il est peut-être facile de l'accepter, il sera impossible de vivre avec ce discours populiste. Merci beaucoup. Mais je vais revenir sur ce que vous disiez sur la crise économique, parce que tout au long de votre dernier ouvrage, qui est paru maintenant il y a 1 an, vous évoquez la question économique comme un élément essentiel pour faire des citoyens arabes des sujets de leur histoire, comme vous dites. Dès le début du livre, vous expliquez que le bouleversement de l'ordre économique est une condition nécessaire pour que les régimes ou que les systèmes politiques en place soient complètement bouleversés. Comment? Alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est quelles sont les caractéristiques qui doivent être bouleversées en premier? Quelles sont les caractéristiques des pays arabes qui aujourd'hui doivent changer pour que la révolution soit complète ou que le changement soit complet? Et ensuite, comment la référence musulmane vous aide-t-elle à sortir finalement d'une vision qui est souvent peut-être un peu marxiste dans son inspiration, puisqu'elle se fonde avant tout sur un discours qui oppose, qui parle de domination entre Nord et Sud, entre le lobby et politique, etc. Bon, c'est 2 différentes questions. Vous avez commencé à me poser la question sur l'Europe. Là, on est en train de penser aux pays majoritairement musulmans ou au Moyen-Orient, ce qui est en train de se passer dans Mina, ce qu'on appelle le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et toutes ces évolutions-là. Moi, ce que je dis dans l'ouvrage, c'est que, contrairement à ce qui nous a été présenté, on nous a présenté ces mouvements de masse comme étant essentiellement à connotation politique, c'est-à-dire, et c'est vrai d'ailleurs à un moment donné, où vous avez des femmes et des hommes qui descendent dans la rue en Tunisie, puis en Égypte, puis au Yémen, puis en Libye, et qui disent « nous voulons
la liberté, nous voulons la justice et nous voulons un pouvoir qui soit élu, c'est-à-dire une démocratisation. Mais ceci est un des éléments des aspirations, de leur aspiration. Ce qui est déterminant, c'est effectivement la paupérisation, la pauvreté, le manque d'opportunités économiques. Et il n'y aura pas de démocratisation dans ces pays-là s'il n'y a pas de libération ou d'affirmation ou de stabilité économique. Et ce que je dis dans le texte, c'est que autant les causes qui devaient expliquer les processus de mobilisation ont été oubliés, autant on ne se rend pas compte aujourd'hui que ce pourquoi et les États-Unis et l'Europe n'étaient pas contre le processus de démocratisation. C'est pas parce qu'ils aiment la démocratie, sinon ils s'y seraient pris 40 ans avant, hein, au lieu de soutenir la Libye et puis de tout à coup nous dire on est allé libérer la Libye parce que les pauvres Libyens, on les aime bien. On ne les aimait pas beaucoup quand ils étaient sous Kadhafi qui nous vendait du pétrole, mais à un moment donné, les pouvoirs jouent la carte démocratique quand ça les intéresse d'un point de vue géostratégique et économique. C'est la même chose pour la Tunisie. Il faut quand même se rendre compte que Ben Ali, le dictateur, a été soutenu par le pouvoir français, soutenu par l'Europe pendant des années, comme les États-Unis d'ailleurs. La même chose pour l'Égypte. Quand moi on vient aujourd'hui me dire que les États-Unis sont avec le peuple égyptien, pendant longtemps ils étaient avec le dictateur égyptien, quand celui-ci protégeait leurs intérêts. Et ils sont toujours avec les pétromonarchies, ils sont toujours avec l'Arabie saoudite, avec le Qatar, qui ne sont pas des démocraties. Donc la démocratie, c'est à géométrie variable. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce facteur-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas, si on ne l'analyse pas, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi en 2003, George W. Bush dit « nous allons vers la démocratie du Moyen-Orient ». Pas pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. L'économique et l'équilibre économique du Moyen-Orient est en train de leur échapper. Au profit de la Chine, au profit de l'Inde, au profit de l'Indonésie, de la Turquie, de l'Afrique du Sud, qui sont des nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les BRIC countries, c'est-à-dire les pays du BRIC, le Brésil et la Russie également. Donc, il faut se rendre compte de cette donnée-là. Donc, moi, mon analyse, c'est pas parce qu'on est en opposition à l'ordre économique capitaliste qu'on est forcément marxiste. Oui, on est bien d'accord. Je veux dire, il n'y a pas que le marxisme qui s'oppose à l'économie de marché. Je veux dire, il y a des personnes saines d'esprit, et qui se disent quand même, il y a un vrai problème avec l'ordre économique. Et moi, ma thèse, elle est la suivante. Les pays du Moyen-Orient ne s'en sortiront que quand ils sortiront de cette espèce de tension Occident-Moyen-Orient et qu'ils, aujourd'hui, utiliseront mieux le caractère multipolaire de l'ordre du monde. C'est-à-dire le multipolaire, c'est-à-dire ne pas idéaliser le capitalisme chinois, parce que le capitalisme chinois, c'est du capitalisme minus la démocratie, moins la démocratie. Donc, on est aujourd'hui dans un ordre du monde qui n'est d'idéaliser personne, mais d'utiliser ces nouvelles forces. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut contrebalancer le pouvoir chinois, le pouvoir indien, le pouvoir de pays dont on ne parle pas, mais l'Indonésie va jouer un rôle très important, la Malaisie va jouer un rôle très très important, la Turquie est en train de jouer un rôle très important. Aujourd'hui, je ne suis pas forcément pour une analyse strictement marxiste, mais je suis foncièrement contre le capitalisme dominant. Parce que le capitalisme dominant, qu'on le veuille ou non, loin des caméras, c'est 150 000 personnes qui meurent de faim par jour. Et on peut dire, comme Sarkozy, on va moraliser le capitalisme. Pour moi, c'est une contradiction dans les termes. Ça ne veut pas dire qu'on est marxiste pour autant. Mais Marx n'avait pas tort sur tout, d'ailleurs. Vous parlez de l'Égypte, c'est intéressant, il y a à la suite des changements politiques dans les pays arabes, il y a eu quelque chose qui revient un petit peu à l'ordre du jour, c'est les rédactions de nouvelles constitutions. On aimerait avoir votre avis là-dessus, d'un point de vue même juridique. Qu'est-ce que ça signifie d'écrire une constitution ? Est-ce qu'il y a un besoin, puisque quand dans la rédaction de la constitution, ce qui a pu se passer dans certains pays du Moyen-Orient, notamment la Turquie à l'époque de Mustafa Kemal, il y a eu un copier-coller de constitution et de codes en provenance de France, en particulier pour la Turquie, mais ça peut être le cas aussi sous Mohamed Ali en Égypte. Voilà. Il y a eu énormément de copier-coller qui ont été faits. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui pour le peuple tunisien ou égyptien d'écrire sa constitution sans dépendre finalement sans forcément dépendre, ou dans quel cadre ils doivent dépendre des modèles européens sur le plan des constitutions ? Ça, c'est une question de fond et je l'aborde dans le livre.
parce que dès le départ du livre, vous savez, quand on parlait de tout ce qui s'est passé après les soulèvements, moi je les appelle pas des révolutions et je vois pas encore le printemps. Mais ce que je disais, c'est que la polarisation entre laïque et islamiste est un véritable problème parce que c'est un piège. Et les deux camps utilisent l'autre pour justifier leur positionnement idéologique, mais sans nous proposer une vision réelle des politiques d'avenir. Alors moi, la seule chose qui sauvera la région du Moyen-Orient, c'est une vraie vision d'avenir, régionale, pas nationaliste. Tous ces soulèvements sont trop nationalistes aujourd'hui. C'est les Tunisiens pour la Tunisie, les Égyptiens pour l'Égypte. On n'a pas de vision régionale, de quelque chose qui devrait être un pôle de résistance ou un pôle de renouveau. Sur les questions des constitutions, on est exactement sur le plan de cette polarisation. Vous avez, est-ce qu'on va mettre charia dans la Constitution, oui ou non? Et pour moi, ça, c'est un faux problème. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur 6 principes qui sont, pour moi, non négociables. L'état de droit, la citoyenneté égalitaire, le mandat pour les élus, c'est-à-dire que quand on est élu, on n'est pas élu à vie. Donc on a un mandat, le suffrage universel, la séparation des pouvoirs, ce qu'on connaît, l'exécutif, le judiciaire, et la séparation des autorités entre le religieux et le politique, que le religieux ne s'impose pas sur le politique. Est-ce que ça veut dire pour autant, comme dans n'importe quel pays du monde, que la non-confusion entre le religieux et le politique suppose un divorce absolu des deux? Non. On peut avoir des inspirations éthiques, c'est-à-dire de prendre de sa civilisation, de son histoire, une inspiration éthique. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que ces 6 principes-là dans la Constitution restent. Je ne veux absolument pas, moi je suis absolument contre ce faux débat sur est-ce qu'on met la charia, parce que même la charia qui est devenue un mot, qui est un mot un peu connoté aujourd'hui, le vrai problème du mot, c'est pas qu'on l'utilise ou pas, c'est quel sens on lui donne. C'est-à-dire que si on en fait un code pénal, eh ben moi je serais contre. Si on en fait une voie de fidélité à une inspiration éthique, eh ben je suis pour. Et vous verrez que dans la tradition musulmane, on a différentes façons de définir les choses. Comme par exemple, je dis en France, quand devant la loi, eh bien, un citoyen qui soit blanc, noir, une femme ou un homme est égalitairement traité. Dans l'esprit et la lettre de la loi, pas forcément comme ça se passe aujourd'hui dans les rues de nos pays, parce que parfois on a une lettre qui est noble et une pratique qui l'est moins. Eh bien ça, pour moi, c'est ma charia. C'est ma façon de concevoir une égalité des hommes et des femmes et de concevoir l'égalité des citoyens devant la loi. Donc ça dépend de la définition qu'on donne aux termes. Mais aujourd'hui, dans les questions qu'on a sur les constitutions, on a des polarisations idéologiques qui nous font éviter les vrais débats. Et les vrais débats, c'est quelle justice sociale ? Quel processus de libération, quel processus d'égalité. Et aujourd'hui, dans ce que je dis par rapport à la question des femmes, par exemple, sur cette question des constitutions, c'est l'égalité devant la loi est très importante, mais qu'on ne vienne pas me dire les sociétés arabes sont en danger et on va compter les femmes qui portent le foulard dans la rue. Mais c'est pas ça qui fait l'égalité d'une femme et d'un homme devant la loi. C'est pas comment elle s'habille. Cette idée qu'on est libre, ça dépend comment on s'habille, eh ben, cette façon de regarder est superficielle. La vraie libération des femmes, c'est l'accès à l'éducation et l'accès au marché de l'emploi. Quand on a accès au marché de l'emploi, quand sur le marché de l'emploi, à compétences égales, on a le même salaire, là on parle de libération. Après on s'habille comme on veut, mais de nous faire croire que parce qu'on est habillé d'une certaine façon, on est libre, et quand on vient avec le salaire, on a 30% de moins à la fin du mois, comme ça se passe encore en France, eh bien il y a du travail à faire. On n'a pas de leçons à donner sur la façon dont on s'habille. On ferait bien de recevoir des leçons sur la façon dont on paye, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez mentionné le mot éthique. C'est un mot qui revient souvent dans votre ouvrage. Je crois que vous enseignez aussi un cours sur cette question. Et un peu, dans ce que vous avez dit, je retrouve une citation que j'avais préparée exprès, où vous dites comment faire en sorte que la sécularisation ne soit pas le prétexte ou le moyen efficace qui permette à terme, et comme on le constate aujourd'hui, de consommer le divorce entre l'éthique et l'action politique, économique et culturelle. Cette citation m'interpelle parce que même si vous êtes très clair dans votre propos, je me demande si la question que vous posez réellement, c'est comment on fait pour séparer l'autorité religieuse et l'État,
tout en établissant un lien moral entre la religion et le gouvernement lui-même. Et j'aimerais savoir pourquoi vous parlez d'éthique plutôt que de morale, et est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de la distinction entre l'éthique religieuse et la morale religieuse, et s'il y en a une? Oui, j'aurais pas le temps. Là, ce serait vraiment une conférence que je devrais vous donner. Mais si vous allez vers le livre qui est un tout petit peu méconnu et que les gens ne lisent pas assez, à mon sens, pour savoir ce à quoi je fais référence, c'est un livre qui s'appelle L'autre en nous. Et j'ai un chapitre sur l'éthique de l'indépendance et l'indépendance de l'éthique, où je fais l'analyse de ce qui a été historiquement sur la tradition kantienne. Kant est le premier à avoir parlé de l'autonomie de la morale, et puis Paul Ricoeur le reprend et parle justement et fait la différence, selon d'ailleurs des références allemandes. La philosophie hegelienne et la philosophie a déterminé ce que l'on pouvait déterminer comme différence entre éthique et morale. Au fond, linguistiquement, il n'y a pas de différence. L'éthique est au grec ce que la morale est au latin. Mais dans l'histoire de la philosophie et l'histoire de la religion, on en est arrivé à dire que la morale était d'inspiration religieuse et l'éthique d'inspiration philosophique et rationnelle. Or, l'éthique, c'est ce qui va être partagé rationnellement par les humains. La morale peut être d'inspiration religieuse. Sauf que on a aussi parlé de l'éthique protestante, et dans la tradition weberienne, c'est quelque chose d'aussi particulièrement important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire que oui, je suis pour la séparation des autorités religieuses et politiques. Et je dis de la même façon, avec Alain de Libera, le philosophe, et avec toute la tradition philosophique du Moyen-Âge, qu'on a passé par pertes et profits dans notre enseignement philosophique aujourd'hui, qu'en fait, cette idée qu'on distingue les ordres de pouvoir n'est pas du tout étrangère à la question musulmane. Alors, je le dis dans 5 ou 6 livres que j'ai écrits, dont un où je fais référence à ça, qui s'appelle l'islam radical, la réforme radicale, pas l'islam radical, c'est éthique et libération, avec l'idée de la réforme radicale dont on doit comprendre qu'elle doit être une sorte de révolution intellectuelle dans notre rapport aux choses, du point de vue de la conscience musulmane contemporaine. Et je mets en évidence la distinction des autorités. Maintenant, ce que je ne veux pas, c'est qu'au nom de la distinction entre la référence religieuse dont on doit refuser qu'elle soit dogmatique et qu'elle s'impose à l'ordre politique, et l'acte politique, je ne veux pas divorcer l'acte politique de la référence éthique. Pourquoi ? Parce que j'espère que vous, comme moi, et vous en avez un bon exemple avec ce qui est en train de se passer à droite de votre échiquier politique aujourd'hui, entre la bataille des égos à laquelle on assiste, à plus d'éthique en politique. Plus d'éthique en politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, exercer le pouvoir, c'est une chose, mais l'exercer avec une éthique, avec des principes de dignité. Je veux la même chose en économie, je veux la même chose dans la question sociale, je veux de l'éthique dans l'acte social. Et l'éthique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des principes qui peuvent être rationnels quand on ne croit pas en Dieu, et d'inspiration religieuse quand on y croit. La seule chose que je ne veux pas de personne, que ce soit un laïc ou que ce soit un religieux, je ne veux pas que l'éthique soit dogmatique, mais qu'elle soit une force d'inspiration, une force de proposition, qu'elle soit présente dans le jeu politique comme quelque chose d'important. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous dit aujourd'hui qu'on sépare le pouvoir de l'État du pouvoir du religieux. Très bien, mais à la place du religieux, dans nos sociétés aujourd'hui, dans la démocratie que nous partageons tous les deux ici en France ou ailleurs en Europe, est-ce qu'on n'a pas mis un autre pouvoir à la place du pouvoir religieux? Eh bien oui, et c'est la critique que je fais dans le livre. Ce pouvoir, il n'est pas politique, c'est un pouvoir économique. Si vous n'avez pas d'éthique en politique, le pouvoir économique prend le dessus. La crise de la façon dont elle a été gérée aux États-Unis, des millions de femmes et d'hommes qui se trouvent à la rue et qui doivent vendre leur maison. Pourquoi? Pour des banques qui prennent de l'argent de l'État après avoir spolié des hommes. On se prend de l'argent de l'État, on endette l'État et ensuite on vient avec des chiffres en fin d'année comptables et la banque fait des bénéfices et des millions de femmes et d'hommes se trouvent à la rue. L'État, quand il n'a pas de référence à la religion, c'est bien, mais quand la référence devient la technocratie économique où il n'y a pas de démocratie, aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Grèce, regardez ce qui se passe en Espagne. Ces gens qui sont les technocrates maintenant, qui prennent leur rôle, comme en Italie, qui les a élus? Au nom de quelle démocratie sont-ils là où ils sont? Uniquement parce que la logique économique s'impose à la logique de l'État.
Alors quand le dogmatisme religieux part et qu'il est remplacé par le dogmatisme économique, on ferait bien de se poser la question de savoir ce qu'on fait de l'éthique en politique. Voilà ce que j'aimerais. Et ça m'amène à ma conclusion, c'est que l'inspiration éthique qui est la mienne, elle va rencontrer la vôtre d'où que vous veniez. Vous êtes chrétien, vous êtes juif, vous êtes bouddhiste, vous êtes athée, vous êtes agnostique. Notre éthique peut se rencontrer quand elle est force de proposition en termes de politique. C'est ça qui m'intéresse. Le problème, c'est que quand je dis ça en étant musulman, dans l'oreille de certains laïcs français, je suis toujours trop musulman pour être une force de partage. Ben, faudra s'y faire. Faudra se faire à une conscience française qui est d'inspiration musulmane et qui dit « nous partagerons notre éthique parce que c'est notre dignité. Nous sommes une force de la proposition éthique et non pas de l'imposition dogmatique. » Il faudra qu'on se rende compte que ça existe. Bonne nouvelle. On a une... oui, vous n'allez pas tarder. Une toute petite dernière question. C'est vrai que vous parlez, vous pouvez répondre assez rapidement. Dans votre livre, vous parlez un petit peu, on a l'impression comme si votre discours n'avait jamais eu d'influence et que ce que vous dites n'aura pas d'influence. On aimerait bien savoir une seule question. Est-ce que vous pensez que vous avez un quelconque impact à grande échelle? Est-ce que vous pensez, si vous en avez un, ou comment? Voilà, comment vous mesurez votre influence? Ça nous intéresse. Je devrais le prendre sur le plan de l'humour. En d'autres termes, vous êtes en train de me poser, est-ce que je ne suis pas inutile, quoi? Non, pas du tout. Non, c'était de l'humour. C'est possible aussi. Je prends aussi sur le plan d'humour. Ouais, c'était le but. Non, mais... Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, ça fait, si vous voulez, j'ai commencé mon travail de terrain avant d'apparaître sur la scène européenne, sur la question de l'islam. Moi, j'étais sur le plan de la solidarité et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années sur ce champ-là. J'ai énormément appris. Et tout ceci, je l'ai réconcilié avec mon univers de référence. Or, aujourd'hui, ce qui fait que je suis... Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit une chose très simple. Le proverbe africain, il dit... On ne commence à lancer des pierres sur un arbre que quand l'arbre porte ses fruits. Et ce processus de diabolisation, il ne faut pas l'écouter, il va nous entourlouper, il est trop malin pour être clair, vous voyez, le genre de l'arabe un peu... L'arabe, quoi. Mais oui, mais parce qu'au fond, il y a une espèce de racisme ordinaire là derrière. Il y a un racisme ordinaire. Il ne faut pas qu'il parle bien le français, parce que l'arabe, il faut qu'il parle avec chaque 3 mots un petit mot d'arabe, quoi. Yani, quoi. Vous voyez le genre bizep. Bon, tout ça, écoutez bien ce que je suis en train de dire, parce que c'est fondamental ce que j'essaie de traduire ici. C'est qu'à partir d'un certain moment, je suis juste, à un moment donné historique, l'arbre qui est en train d'annoncer une forêt. Et cette forêt, qu'est-ce qu'elle est? Elle est des femmes et des hommes qui sont nés dans ce pays, qui sont nés en Europe et qui sont européens. Ils parlent le français comme les Français, ils pensent français, ils sont de culture française, et puis ils ont une identité qui est musulmane. Et ils n'y voient absolument aucun problème, ils y voient même une force de proposition. On a de la peine à les entendre parce qu'aujourd'hui, ce qu'on leur dit, c'est que pour pouvoir être bon français, il faut quand même que vous soyez moins musulman. Et eux, ils vont faire et ils vont montrer que c'est tout à fait possible d'être les deux. Moi, je suis juste l'arbre qui annonce cette forêt-là. J'assume complètement les 2 dimensions de ce que je suis. Mais même plus, je dis que j'ai de multiples identités. Moi, ce que j'ai envie de faire quand je suis en Suisse ou quand je suis en France, c'est de jamais faire oublier à mes concitoyens en Suisse ou à ceux qui sont aussi les concitoyens de ma famille, puisque ma famille est française, eh bien, c'est de leur dire, vous savez, il y a de la richesse dans la multiplicité des identités. Et cet impact-là, il y a 25 ans, quand je parlais d'être français, de confession musulmane, et qu'il y avait un islam français, on me disait, mais de quoi tu parles? Regardez, aujourd'hui, ce discours, il est complètement dominant. Il est dominant, alors on diabolisera celui qui l'a porté au départ, mais on sera obligé de composer avec ceux qui le vivent à la fin. Et donc, cet impact-là, il est présent. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je dis dans mon intime conviction est simplement la traduction de ce qu'on voit sur le terrain. Et puis, la deuxième des choses, c'est que dans le monde majoritairement musulman, quand je vais au Maroc ou quand je vais en Tunisie, ils le savent d'ailleurs, vos politiques le savent. Ce pourquoi je suis diabolisé, c'est qu'ils savent l'impact de ce discours-là dans le monde majoritairement musulman.
ou que ce soit avec les leaders de toutes les forces d'opposition qui sont en Égypte, ou quand je vais en Malaisie, ou quand je vais en Indonésie. Pourquoi ? Parce que ce que j'essaye de faire, c'est une chose très simple. C'est de dire, nous n'avons aucun problème à rester ce que nous sommes et à regarder en face les défis de notre époque. Et la deuxième des choses que je mets en évidence, que vous avez utilisée, c'est d'être le sujet de son histoire. C'est-à-dire de cesser la mentalité de victime. Cesser de dire ils nous aiment pas, de toute façon la France est raciste. D'abord, c'est pas vrai, et puis on n'est pas là pour se faire aimer, d'abord on est là pour se respecter, puis ensuite on se fera respecter, puis on sera une force de proposition avec les forces qui sont aujourd'hui des forces de la dignité humaine. Et j'en vois partout. Donc l'impact, il est présent, mais au bout du compte, c'est pas ça le plus important. C'est pas le pouvoir ou l'impact d'un homme, c'est l'assimilation d'un message. Et ce message, il est soit ce que tu es, vis avec qui tu n'es pas et construis avec tous ceux avec lesquels tu vas vivre. Le plus important, c'est pas de savoir d'où on vient seulement, parce que pour moi c'est très important de dire que je suis de culture égyptienne, que je suis de mémoire égyptienne, que je suis toutes ces différentes identités que j'ai sont très très importantes. Mais au bout du compte, c'est on va où ensemble ? Qu'est-ce qu'on va partager ? Est-ce qu'on va partager le fait que chaque fois que vous me posez une question, vous êtes méfiant ? Ou que non, pas vous. Non, mais c'est capital ça. C'est est-ce que chaque fois que vous posez une question à un arabe, vous êtes méfiant ? Ou est-ce que, en écoutant la réponse, vous avez et vous ouvrez dans votre intelligence des espaces de confiance ? La vraie question, elle est celle-ci, c'est-à-dire, quelle est la capacité entre citoyens français de diverses confessions ou sans confession d'avoir aujourd'hui l'exigence d'écouter ce qui se dit, de comprendre ce qui se dit et de construire avec qui nous ne sommes pas, mais avec lesquels nous allons devoir vivre parce que c'est l'avenir de la France d'être pluriel. C'est ça les vraies questions. Donc mon impact, il se mesure à ça aujourd'hui. J'ai pas forcément envie d'avoir un impact de personne. Je suis absolument contre la personnalisation d'un discours. Mais aujourd'hui, ce que je vois sur le terrain est plutôt... Moi, je suis très, très optimiste, en fait. Ça va être très, très dur. Les années qui vont venir, le populisme va être partout présent. Mais le populisme passera. Et ce qui viendra par la suite, au-delà de ceci, c'est des citoyens responsables qui apporteront la diversité de leur mémoire à la construction d'une nation commune. Mon prochain livre est d'ailleurs là-dessus, c'est sur ce récit commun qu'il faut que nous constituions, cette participation au récit commun de l'avenir, de façon positive, assumée et absolument sans complexe. Les conditions pour ceci, c'est avoir l'humilité d'écouter ce que l'autre a à nous dire. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de politiciens n'ont pas compris que la France avait changé. La plus grande force du populisme, malheureusement, c'est que le Front National, qui est diabolisé comme parti, a réussi à faire normaliser son discours. Et qu'on entend beaucoup trop du Parti socialiste à l'UMP aujourd'hui, les mêmes thèses qui hier étaient défendues par l'extrême droite, normalisées dans leur discours. Mais il va falloir qu'ils changent, il va falloir qu'ils regardent la France en face. Aujourd'hui, il y a un hiatus entre la classe politique et la France. Et la France, on peut parler de la France d'en bas, moi je dirais simplement la France qui est aujourd'hui, et qui, si vous regardez dans cette salle, elle est là, la France. Elle est multicolore, elle a plusieurs mémoires, elle est de cette diversité-là, et puis ces étudiants-là, vous qui êtes là, eh bien c'est à vous de faire comprendre à vos politiciens qu'au lieu de parler uniquement pour gagner les prochaines élections, ils devaient véritablement servir la France plurielle. La France véritablement plurielle, c'est-à-dire d'admettre que l'islam est une religion française, comme le judaïsme, comme le christianisme, comme l'athéisme, comme l'agnosticisme, et que cet avenir-là, il va falloir le faire ensemble. Ça, ce sont des conditions sine qua non de ce qui nous permettra de vivre ensemble. Donc, au bout du compte, ce à quoi j'aspire, c'est de disparaître le plus rapidement possible comme étant l'épouvantail devant pour que la forêt derrière soit audible comme elle l'est. Elle commence à l'être et c'est qu'une question de temps. Voilà, merci beaucoup. Malheureusement, on doit vous libérer déjà. On va partir au courant. Donc, Voilà. Vous pouvez disposer. On a un cocktail qui est organisé dans la cafétéria. Je suis vraiment profondément désolé d'avoir à partir, mais les 2 heures de ce départ, merci d'avoir été aussi patient. Et puis, ça sera à charge de revanche. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Merci, M. Ramadan.